Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un cas d'une disparition qui n'a malheureusement toujours pas été résolue. Alors je sais que certains d'entre vous adorent ce genre d'affaires, d'autres les détestent parce que c'est super frustrant. Donc en tout cas j'espère que cette affaire vous plaira. Et désolé d'avance pour ce look un petit peu approximatif, mais le grand froid est de retour en France, ou tout du moins dans ma région, et les économies d'énergie, tout ça, l'écologie, vous connaissez, donc je préfère mettre une petite veste par-dessus. Donc au pire, si vraiment je suis laid à ce point, fermez les yeux et écoutez-moi. Voilà. Et sur ces douces paroles, c'est donc parti pour l'affaire de Michael Negrete. Michael Williams Negrete est né le 25 mars 1981 de Mary et Miguel Negrete. Il a grandi avec ses parents à San Diego, en Californie, avec deux frères plus jeunes que lui qui s'appellent Dave et Steve. Mike a toujours été très talentueux concernant la musique et ce talent lui a d'ailleurs valu une bourse d'études à l'UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. C'était un jeune homme d'apparence très heureux qui aimait chanter du jazz, voir des amis ou encore regarder les Simpsons, bref, un jeune adulte tout à fait banal qui avait sa petite vie bien rangée. En août 1999, Mike a alors commencé sa première année et a vécu sur le campus à Dijkstra Hall. Le 10 décembre 1999, tout le monde se préparait pour les finales de la semaine à venir, puis pour les vacances d'hiver qui étaient censées arriver. Ce soir-là, il y avait beaucoup de fêtes autour du campus, peut-être même plus que la plupart des autres week-ends, et Mike est allé à l'une de ces fêtes avec ses amis et est retourné à son dortoir dans la nuit, aux alentours de 2 h du matin. Son colocataire s'est endormi et Mike est resté éveillé et a joué à un jeu en ligne avec un ami qui était dans le même dortoir que lui, mais juste en bas du couloir. Donc il était juste l'étage en dessous, quoi. Vers 4 h du matin, Mike et son ami ont terminé leur partie, et Mike avait perdu et il a donc décidé de marcher dans le couloir et d'aller jusqu'à la chambre de son ami afin de le féliciter pour avoir gagné ce fameux match. Vers 4 h 30 du matin, Mike est retourné dans son dortoir, enfin prêt à commencer sa fameuse nuit de sommeil pour être en forme le lendemain pour l'école. Mais le lendemain matin, vers 9 h environ, le colocataire de Mike s'est réveillé et s'est aperçu que Mike n'était pas là. Il a pensé que c'était bizarre, sachant que Mike était resté debout tard à jouer à des jeux vidéo, et a également remarqué que Mike avait laissé son portefeuille et ses clés sur le bureau, et encore plus étrange, il y avait vraiment toutes ses affaires à Mike, donc pourquoi est-ce qu'il serait parti en laissant absolument tout? Mais le colocataire a pensé que Mike devait juste aller quelque part et qu'il le verrait plus tard de la journée. Il est peut-être juste descendu en pantoufles, voir d'autres camarades de classe dans d'autres chambres, bref. Sur le coup, il ne s'est pas spécialement plus inquiété que ça, même si ça lui trottait un petit peu dans la tête de se dire que c'était vachement bizarre comme situation. La journée passe et un petit peu plus tard, Mike n'était toujours pas revenu dans la chambre du dortoir et il a finalement été porté disparu. Depuis, tout le monde se pose alors cette fameuse question de où est passé Mike William Negrete. Les autorités ont alors commencé à chercher Mike, ses parents à San Diego ont été contactés et une recherche officielle a alors débuté. Tout d'abord, les enquêteurs ont commencé à interroger tout le monde dans le dortoir, y compris le colocataire ainsi que l'ami en bas du couloir, puisque c'est les personnes les plus proches de Mike, et notamment les dernières personnes à avoir vu le jeune homme. L'ami a dit que Mike avait quitté sa chambre donc aux alentours de 4 h 30 du matin, et qu'il croyait qu'il retournait dans sa chambre et qu'il allait simplement se coucher, comme ce que Mike lui avait dit finalement. Ils ont également interrogé tout le monde dans le bâtiment du dortoir de Dijkstra Hall, mais personne ne se souvenait avoir vu Mike à 4 h 30 du matin. Finalement, des chiens de recherche ont été alors amenés et ils ont pu suivre l'odeur de Mike à travers le campus jusqu'à un arrêt de bus à environ 1,6 km de là, où l'odeur s'est brusquement arrêtée. Donc l'odeur s'arrête à un fameux arrêt de bus, on peut alors penser que Mike aurait pris le bus. Et concernant ce fameux bus, sachant que Mike n'avait pas de voiture sur le campus, il serait donc logique finalement qu'il prenne le bus pour se rendre à un endroit éloigné de l'endroit où il vit.
Mais à 4h30 du matin, ça semble tout de même vachement étrange. De plus, personne ne l'avait vu marcher pour se rendre quelque part. Et où irait-il encore une fois à cette heure-ci? Où devait-il aller dans la nuit du 10 décembre, après avoir fait la fête toute la nuit et après avoir joué aux jeux vidéo jusqu'à 4h du matin? Les antécédents de Mike ont été soigneusement examinés, et même après avoir parlé à ses amis ainsi qu'à sa famille, bref, des proches, rien n'a été trouvé pour amener quiconque à croire que Mike menait une double vie, ou quelque chose d'autre qui aurait pu être dangereux ou gênant pour lui, qui fait qu'il aurait éventuellement voulu disparaître. Mike lui-même ne semblait pas non plus étrange avant sa disparition, du moins personne n'a remarqué quelque chose aller dans ce sens-là. Ensuite, chose encore plus étonnante, c'est qu'il a laissé, comme dit précédemment, absolument tout derrière lui, que ce soit ses clés, son portefeuille, ainsi que tous ses effets personnels. Les recherches sont donc en point mort, on ne sait pas trop où donner de la tête avec sa disparition, et il en vient que l'enquête n'a absolument rien révélé, en tout cas pour ce que le public soit au courant. Alors les policiers ont fouillé des chantiers de construction sur le campus, ainsi que des bennes à ordures, mais encore là, ils n'ont absolument rien trouvé. Le campus de l'UCLA est situé sur la côte est de Los Angeles, entouré de quartiers très aisés, donc on se demande si ça peut vraiment être un crime crapuleux. L'université se trouve aussi non loin des collines et des vallées du parc d'état de Topanga Canyon, des montagnes du Red Rock Canyon et de la région montagneuse de Santa Monica. L'université est également à environ 10 km de la plage de Santa Monica et de l'océan Pacifique. Bref, il y a énormément de zones aux alentours finalement où Mike aurait pu se rendre et se trouver pourquoi pas en mauvaise posture. Encore une fois, puisque Mike n'avait pas de voiture, tout le monde pense, et notamment parce que la piste au niveau de l'odeur s'est arrêtée là, qu'il a pu prendre le bus pour se rendre quelque part. Mais encore une fois, où est-ce qu'il a pu aller? Et est-ce qu'il a quitté la région ou non? Et est-ce que c'était pour rencontrer quelqu'un ou pas? Ou est-ce qu'il a simplement été pris en charge par quelqu'un, soit rendez-vous qui était planifié à l'avance, soit quelque chose qui s'est préparé sur l'instant à 4h30 du matin. En 1999, l'UCLA comptait plus de 30 000 étudiants inscrits, et bien que ce soit une université franchement vachement peuplée, il était 4h30 du matin lorsque Mike a été vu pour la dernière fois, et certainement une probabilité plus élevée que Mike quitte la région, volontairement ou non, sans être vu. Parce qu'à cette heure-ci, malgré le fait que les étudiants soient assez fêtards et tout ce qui s'ensuit, aux États-Unis, les fêtes ont tendance à se terminer beaucoup plus tôt que les fêtes en France. Et donc à 4h30, la plupart des gens étaient déjà couchés ou simplement dans leur chambre. Bref, ils ne traînaient clairement pas dans les couloirs de l'université. Le groupe avec lequel Mike jouait en tant que musicien, nommé Island Fever, a organisé plusieurs concerts pour récolter des bénéfices pour avoir des fonds pour financer l'enquête. Les parents de Mike ont également embauché 2 enquêteurs privés et ont également versé une récompense de 100 000 $ pour quiconque aurait des renseignements, mais les enquêteurs privés n'ont révélé aucune piste et la récompense n'a jamais été réclamée. Cependant, 7 mois après sa disparition, la police a fait un croquis d'un homme qui avait peut-être été vu dans le dortoir à ses premières heures du matin, soit à peu près les mêmes heures à laquelle Mike aurait disparu. L'homme a été décrit comme un homme caucasien étant à peu près au milieu de la trentaine, et on ne sait pas pourquoi il a fallu 7 mois pour que cette information soit diffusée, mais bref, peu importe. Certains ont dit que l'étudiant ou les étudiants qui ont déclaré avoir vu cet homme l'ont immédiatement signalé aux forces de l'ordre, mais qui n'ont pas été pris au sérieux, et donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. D'autres ont également déclaré que la police gardait cette information silencieuse jusqu'à ce qu'elle décide de la divulguer pour d'éventuelles pistes. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un petit peu plus intéressantes. Un ami de la famille de Mike Negrete, un homme du nom de Damon Van Damme, ressemblait beaucoup à ce fameux croquis. Cet homme a également admis être dans la région de Los Angeles au moment de la disparition de Mike, mais a nié être près du campus. C'était avant le moment du suivi GPS et des téléphones portables, donc encore une fois, la police n'avait aucun moyen de prouver ou de réfuter cette affirmation. Damon Van Damme a également admis avoir été dans des fêtes à caractère sexuel, telles que des orgies qui comprenaient de la drogue, en compagnie de sa femme. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour juger, chacun fait bien ce qu'il veut dans son couple. Et au même moment, certaines informations ont commencé à sortir selon lesquelles Mike aurait pu expérimenter à cette période de sa vie l'ecstasy et un petit peu d'autres drogues. Les gens ont donc commencé un peu à piailler autour de Damon Van Damme, mais à aucun moment celui-ci est devenu une personne d'intérêt pour les enquêteurs et encore moins comme une personne suspecte. Il n'y avait pratiquement pas de piste à suivre concernant la disparition de l'étudiant et toujours aucun signe de Mike Negrete nulle part. C'est un réel mystère, personne ne sait où est le jeune homme,
Et encore une fois, ce garçon n'avait pas d'ennemis en particulier, il ne traînait pas dans des histoires un peu louches, il n'avait pas de petit ami, donc pas éventuellement des histoires de jalousie, de tromperie ou quoi que ce soit qui aurait pu conduire à un meurtre. Rien de tout ça. Donc c'est vraiment incompréhensible pourquoi ce jeune homme a disparu et s'est volatilisé dans la nature. Plus personne n'a de nouvelles de Mike Negrete. Un autre événement étrange et terriblement tragique de cette histoire est également arrivé en 2002. La fille âgée de 7 ans de Damon Van Damme a été cruellement assassinée. Un voisin a été jugé et reconnu coupable du crime odieux, et au cours de cette enquête, la personne de Damon Van Damme a été remis en question. Encore une fois, il a été mentionné qu'il était dans ses orgies et que la nuit où sa fille a été assassinée, il était en train de se droguer et avait un tas de femmes dans sa maison, et Damon Van Damme a admis avoir consommé de la marijuana ce soir-là, mais a dit qu'il n'avait rien fait d'autre. Et donc, c'était un peu incompréhensible pourquoi ce fameux voisin s'en est pris subitement à sa fille, puisque certains se sont dit peut-être que Damon Van Damme avait fait des choses pas forcément correctes auprès de ses voisins, peut-être qu'il faisait beaucoup trop de bruit ou quoi que ce soit, même si effectivement ça n'excuse en rien le fait d'aller tuer une pauvre innocente de 7 ans, même une personne de 30 ans, évidemment. Tout ça pour dire que dans une étrange interview que Damon a faite avec un animateur de radio, il a fait un commentaire étrange auquel les gens se sont énormément raccrochés. Il a volontairement dit, sans qu'on ne lui demande, évidemment, ceci. Il est étrange tout de même que j'étais à Los Angeles lorsque Mike Negrete a disparu et en Floride quand Adam Walsh a disparu. Et donc, pourquoi ? Pourquoi a-t-il évoqué ceci sans aucune raison apparente ? C'est comme dans, je ne sais plus quelle histoire je vous raconter, où il y a un homme qui avait expliqué à la police « Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui a tué telle personne ». Mais on t'a pas posé la question, on t'a rien demandé, c'est super étrange de dire ce genre de choses. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à suspecter Damon Van Damme, mais en dehors de toutes ces circonstances étranges, malheureusement, il n'y a rien de concret ou de preuve pointant Damon Van Damme comme un potentiel suspect. Ensuite, quelques années plus tard, le frère de Mike s'est présenté à la police en 2013, donc c'est quand même 14 ans après la disparition de Mike, pour déclarer que Mike avait fait quelques rêves parties à l'époque où il a disparu, et avait donc expérimenté l'ecstasy dans les mois qui ont précédé sa disparition. Il a décidé de signaler au cas où des informations relieraient des éléments de l'enquête qui étaient auparavant considérés comme non liés. Cet aspect de l'affaire s'est prêté à des dizaines de nouvelles théories, et a réussi à faire plus de lumière sur la disparition de Mike. Beaucoup de personnes ont alors par la suite pensé que Mike avait quitté le dortoir ce soir-là à la recherche de drogue ou avait des plans pour rencontrer quelqu'un et que malheureusement à ce moment-là il a eu des ennuis. La police a également déclaré qu'elle soupçonnait un piège qui avait été tendu à Mike, ne serait-ce que parce que l'étudiant a tout laissé derrière lui, ses réseaux et ses comptes bancaires n'ont pas non plus été touchés et il n'avait aucune raison de partir seul ou de disparaître sans laisser de traces, ou pire encore, de se suicider. Donc pour les policiers à ce moment-là, c'est vraiment la théorie la plus probable, c'est que il a voulu acheter de la drogue et il a rencontré les mauvaises personnes, il est tombé dans un guet-apens et malheureusement il a disparu. En tout cas, quoi qu'il ait fait ce soir-là, il semble que personne de proche de Mike n'était au courant de ses activités. Les détectives ont également dit que tous les proches de Mike semblaient très coopératifs lors de cette affaire, et donc, encore une fois, ça ne faisait pas du tout de suspect dans son entourage. Alors qu'est-il arrivé vers 4h30 à Mike Negrete, l'étudiant de première année à l'UCLA? Lorsque Mike a disparu, il avait 18 ans et aurait aujourd'hui 41 ans, et il est toujours porté disparu, et ses parents sont toujours dans l'espoir d'avoir un jour des nouvelles de leur enfant. On va donc parler un petit peu des théories concernant la disparition de Mike et ce qu'il a pu devenir par la suite. Et la première théorie serait que Mike a disparu volontairement. Il n'y a pas beaucoup de choses qui pointent vers cette théorie, car Mike n'a rien apporté avec lui, n'a pris aucune affaire et ça semble vraiment étrange. De plus, il n'y a eu aucune activité sur son compte bancaire ou ses cartes de crédit après sa disparition, et ensuite, il n'y avait apparemment rien dans la vie de Mike qui lui donnerait envie de fuir. Pas de rancune, pas d'antécédents de maladie mentale, pas de dette, et ainsi de suite. Bref, comme dit un petit peu plus tôt, la vie de ce jeune homme semblait totalement calme et banale, donc pourquoi vouloir disparaître volontairement? Alors bien sûr, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une raison concrète pour que quelqu'un veuille recommencer sa vie, mais ça semble tout de même étrange et ne pas du tout tenir debout, et encore moins coller avec la personnalité de Mike. La deuxième théorie est que Mike a peut-être eu une sorte de dissociation, ou aurait subi une sorte de blessure à la tête qui aurait éventuellement entraîné une perte de mémoire,
Et donc, eh bien, le jeune homme ne sait plus qui il est, et voilà, tout simplement. L'un ou l'autre aurait pu conduire Mike à s'éloigner du dortoir et donc à disparaître, et il est possible qu'il ait traversé le campus où les chiens policiers ont suivi son odeur, et qu'il ait accepté de monter dans le véhicule de quelqu'un, et qu'il l'a amené ailleurs, et puisqu'il ne savait plus forcément qui il était, eh bien il a tout simplement disparu de cette façon. A savoir que Los Angeles a une énorme communauté de sans-abri, et certaines personnes pensent que Mike vit parmi cette population à ce jour. Ajoutant au fait que Mike expérimentait la drogue à son époque à l'université, cela aurait pu déclencher un changement dans son état mental ou encore une fugue dissociative. C'est effectivement une théorie qui pourrait éventuellement tenir la route, bien que tout de même assez étonnante. La troisième théorie que j'ai pu lire sur internet est que Mike s'est tout simplement suicidé. Encore une fois, il n'y avait aucun signe indiquant que Mike avait des pensées suicidaires à ce moment-là. Mike n'avait pas non plus d'antécédents psychiatriques ou encore d'antécédents familiaux de maladies mentales. Cependant, il reste tout de même important de noter que de nombreuses maladies mentales se manifestent à la fin de l'adolescence ainsi qu'au début de la vingtaine, et il est tout à fait possible qu'il y ait eu quelque chose qui soit développé chez Mike, ayant peut-être aussi été accéléré par son expérimentation de la drogue, qui a conduit à une décision imprudente ce soir-là. Et puis aussi, comme on dit, quelqu'un n'a pas besoin d'être suicidaire pour se suicider, il suffit, alors simplement, entre grosses guillemets, d'un mauvais moment, d'une mauvaise passe, pour qu'une personne puisse, sous un coup d'impulsivité, décider de mettre fin à ses jours. Ensuite, comme pour toute personne disparue, la théorie du meurtre est également apparue. Le frère de Mike croyait qu'il tombait peu à peu dans la drogue au moment de sa disparition, ce qui a donc conduit certaines personnes à croire que sa disparition était le résultat d'un mauvais trafic de drogue ou d'une espèce d'accident ou voire encore un guet-apens. La seule chose qui m'attire vers cette théorie, c'est l'homme du milieu de la trentaine qui se promène dans les couloirs du dortoir. Personne n'a admis de connaître, et pourquoi un adulte se promènerait dans les couloirs d'un dortoir. Bien que, j'en suis la preuve vivante, c'est qu'on peut très bien reprendre nos études sur le tard, et que moi-même dans ma licence de psycho, je faisais partie certes des plus vieux du haut de mes des 23 ans face à des enfants de 18 ans, mais il y avait aussi 2 ou 3 personnes qui étaient âgées entre 30 et 50 ans. Donc finalement, ça serait pas forcément étonnant, bien que la plupart du temps, lorsqu'on est tout de même dans la trentaine, tu as ton logement à toi et tu ne vas pas dormir dans la chambre universitaire. Après, on ne sait pas de quoi la vie des gens est faite, donc ça reste tout de même possible, bien que ça reste moins probable. Donc je pense que l'homme est peut-être la clé pour démystifier ou renforcer cette théorie, mais malheureusement, encore une fois, on ne sait pas qui est cet homme, personne ne l'a reconnu, et bien que son portrait robot puisse ressembler à ce fameux Damon Van Damme, eh bien aucun lien n'a été fait entre les deux, donc tout ceci ne reste que des théories, et on ne sait toujours pas où est passé Mike Negrete. Alors malheureusement, c'est donc tout pour l'affaire de Mike Negrete, puisqu'il n'y a aucun indice, aucun suspect, rien du tout. On ne sait absolument rien, et donc c'est compliqué de vous donner plus d'informations, finalement, parce que moi-même, en les cherchant en vain sur internet, je n'en ai pas trouvé. La multitude de sites internet qui peut en parler en anglais ressasse à chaque fois les mêmes événements, les mêmes choses dont on est au courant. Et à part les théories qu'on peut retrouver sur des forums tels que Reddit, eh bien il n'y a rien de plus concernant sa disparition. Alors malheureusement, puisqu'il a disparu en 1999 et que nous sommes maintenant en 2023, je doute qu'on puisse retrouver ce jeune homme en vie. Personnellement, je pense qu'il est mort et qu'il est simplement peut-être tombé dans un guet-apens, effectivement, sûrement qu'il a voulu aller choper de la drogue ce soir-là et qu'il est tombé dans un guet-apens et malheureusement il est mort. Peut-être qu'il avait une grosse somme d'argent sur lui ce soir-là en voulant justement choper de la drogue, qu'il est tombé sur des malfrats qui l'ont tabassé pour prendre son argent et qu'il a été laissé pour mort. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé de cadavre? Ou alors ce corps a été vraiment bien camouflé, parce qu'il y a certaines histoires où on ne retrouve toujours pas le cadavre, rien qu'à voir l'histoire de Delphine Jubilard, ça fait un petit moment maintenant, on n'a toujours pas retrouvé son corps, et il y a plusieurs affaires dans le genre où on ne retrouve pas le corps de ces personnes. Donc je pense qu'il est fort probable tout de même que ce jeune homme soit mort. Je ne pense pas qu'il ait voulu disparaître de manière volontaire, encore moins qu'il ait mis fin à ses jours. Je pense pas du tout, je pense vraiment, comme beaucoup, qu'il a juste rencontré les mauvaises personnes au mauvais moment. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que c'est une disparition volontaire ou s'il a simplement rencontré les mauvaises personnes. Si vous pensez qu'il est encore en vie ou s'il est mort. Moi j'ai hâte de lire toutes vos théories dans les commentaires en espérant que cette histoire vous aura intrigué et plu.
Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!